Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce mercredi 30 octobre 2019, bienvenue dans votre journal et voici les titres de cette édition. Nous débuterons ce journal avec une rencontre de Benoît Coquart, auteur du livre Ce qui reste. Il était présent à la librairie L'Arcelé. La maison hantée de Curel nous a ouvert ses portes en avant-première afin de vous montrer les coulisses de la transformation. Avant de développer ce journal, attardons-nous sur le chiffre du jour, 194 720. C'est le nombre de grues qui ont actuellement investi le lac du Der. Un effectif qui n'est pas sans conséquence puisque c'est le deuxième record le plus important de l'histoire du lac. Le premier date du 11 novembre 2014 avec 206 000 grues. Et ces grues étaient en Allemagne ces derniers temps, mais les conditions climatiques les ont obligées à venir dans notre région. Le temps est assez grisonnant depuis ces quelques jours, ce qui explique l'accumulation de ces espèces. Et des départs en migration ont été notés dans la matinée. Et passons à présent à la partie reportage de cette édition. La librairie L'Attente l'Oubli a reçu l'auteur du livre Ce qui reste, Benoît Coquart, un ouvrage consacré à la ruralité, paru aux éditions La Découverte. Sa venue a suscité la curiosité d'une dizaine de personnes venues échanger autour de son œuvre. Et pour l'occasion, notre journaliste Linda Benaïssa l'a rencontré afin d'en savoir davantage sur ce livre. L'idée de l'ouvrage en elle-même, elle est née il y a assez peu de temps finalement. C'était un sujet que je travaillais, donc les populations rurales, j'ai travaillé dessus depuis 2011 plus précisément, début 2011. Mais l'idée du livre en elle-même, elle est venue l'année dernière. Donc j'avais ça en tête depuis longtemps, mais j'avais un petit peu de difficulté à savoir sous quel format le faire. Et en fait, il y a eu l'actualité, on va dire, qui m'a un petit peu rattrapé, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a mis en visibilité dans les médias des régions rurales peu connues ou mal connues. Donc on peut penser au département du Grand Est qu'on connaît ici, les Vosges, la Meuse, la Haute-Marne, l'Aube. Disons que c'était pas non seulement des espaces, mais aussi des personnes qu'on était habitués à voir. Et je pense que ça a attiré l'intérêt en fait des éditeurs. Et j'ai pu trouver un accord avec les éditions La Découverte, qu'on fait un grand travail autour de mes recherches pour les adapter au grand public. Parce qu'au départ, c'est un travail de sociologie, une thèse, après des articles scientifiques. Donc ça peut être plus ou moins ennuyeux à lire. Il faut arriver à aussi raconter une histoire qui touche, mais tout en gardant le sérieux scientifique. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin-là, Ce qui reste. Et là, c'est un peu le condensé du coup de beaucoup d'années de travail qui m'ont permis, en fait, je pense, d'avoir du recul parce que j'ai notamment beaucoup suivi des trajectoires de jeunes hommes et femmes, vingtenaires, trentenaires, et j'ai pu voir comment ils s'installent dans la vie et comment aussi des constats qu'on pouvait faire à un instant T il y a 5 ans, ils valent plus après, donc on prend plus de mesures et de précautions, quoi. Si vous voulez, quand on fait de la sociologie, on n'essaie pas forcément de s'intéresser aux cas les plus extravagants. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les cas typiques, ceux qui représentent quelque chose de plus large que leur histoire personnelle. C'est-à-dire, par exemple, je me suis intéressé à des personnes qui avaient pu, à un moment donné, rentrer dans la perspective d'être un ouvrier de l'industrie. Ils arrivent à la vingtaine et les usines locales ferment.
Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là ? Elles se retrouvent dans un chômage plus ou moins de longue durée. Elles pouvaient avoir auparavant dans leur village, leur bourg, une bonne réputation puisqu'ils étaient rentrés tôt sur le marché du travail, mais d'un seul coup les perspectives d'avenir, elles se fermaient. Donc ils subissaient plus ou moins une pression comme ça en se disant on va être catalogué comme des feignants, on va rater notre vie, comment on va rebondir. Donc ça c'était une des trajectoires qui m'a intéressé. D'autres trajectoires, ça pouvait être par exemple celle de certaines jeunes femmes qui en fait subissaient elles la délocalisation en fait de la vie locale, c'est-à-dire que elles avaient l'école à 20 km puis pour déposer leurs enfants, puis elles travaillaient dans des emplois d'aide à la personne qui leur faisaient faire plein de trajets en voiture par jour pour aller chez chaque personne âgée, et puis après il fallait aller faire les courses au supermarché qui étaient de plus en plus loin parce que les commerces locaux avaient fermé. Et ça, je trouvais que finalement ça résumait bien aussi ce qui nous fait dire aujourd'hui que tout est loin, que les générations précédentes pouvaient tout faire à vélo alors qu'aujourd'hui on est contraint de prendre la voiture si on veut continuer à vivre comme on l'entend en milieu rural. Le mouvement des Gilets jaunes, je pense que celui qui vous dit qu'il l'avait prévu, il est un peu présomptueux parce que c'était intéressant à l'époque, j'étais en train de travailler sur le mouvement qu'il y avait eu contre les 80 km/h. On a retrouvé en fait beaucoup de personnes qui s'étaient politisées déjà autour de l'objet voiture, pas de l'objet de voiture, de l'usage de la voiture, du fait que tout est loin, et en plus l'usage de la route est de plus en plus restreint par les radars, les limitations de vitesse, les contrôles, et maintenant l'augmentation du prix de l'essence, et le fait que tout est loin, on dénonçait déjà l'idée que on le subit. C'est-à-dire que si on supprime les entreprises sont de plus en plus loin, il faut aller chercher du travail à 30 km de chez soi, et je sais pas, par exemple les services publics ferment, donc pour aller à la poste il faut aller encore plus loin qu'avant. Ça c'est une contrainte, et d'un autre côté on va dire on nous empêche en fait de rouler comme on veut. Donc là il y avait une continuité, mais après de dire que ça allait devenir le mouvement qu'on a connu, qui dure dans le temps encore aujourd'hui, ça personne pouvait le prévoir en fait. C'est pas tant des mots, c'est des expressions qui reviennent. Ici tout le monde se connaît, ça je pense que c'est dans les territoires dépeuplés, comme disaient les gens, on voit toujours les mêmes têtes. Ça peut être perçu comme quelque chose de péjoratif, mais en fait c'est ce qui fait qu'aussi vous êtes reconnu, mais aussi valorisé, qu'on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites. Et si demain vous déménagez en ville, vous ne serez plus personne en fait. Alors même qu'ici, vous êtes quelqu'un, vous appartenez à ce territoire-là. Il y aura aussi le côté tout est loin, parce que en fait, même à l'échelle d'un département, la vie elle s'éparpille. On doit tout le temps se déplacer pour accéder aux services. Et il y a ce sentiment-là qu'en fait, c'est on est contraint par cette dispersion-là, quoi. Et puis le troisième mot qui revient quand même, mais ça c'est pas sociologique, mais le mot qui caractérise la région, c'est le vert, parce qu'il y a des forêts partout. Et quand on arrive ici, on se sent rentrer en fait on coupe en fait avec l'espace urbain qui s'étale de plus en plus. Vous traversez ces grandes forêts pour arriver d'un seul coup autour de bourgs qui ont été construits autour d'une fonderie, autour il y a les logements, et puis une petite ville, mais on la quitte la ville et on est au milieu de nulle part. Et ça, je pense que c'est ce qui caractérise un petit peu la géographie de notre région, quoi. Demain, nous célébrerons la fête d'Halloween. De nombreuses activités autour de ce thème sont proposées. Balades nocturnes, spectacles ou encore chasse aux bonbons. Mais du côté de Curel, il n'est pas question de tout ça, car ce couple haut-marnais transforme leur habitation en une maison hantée. Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine étaient présents lors des derniers préparatifs. Depuis 9 ans, Isa et Momo décorent le sous-sol de leur maison pour le transformer en véritable maison hantée à l'occasion d'Halloween. À Curel, en Haute-Marne, c'est devenu une véritable tradition. Tout le monde se bouscule aux portes de cette maison pour recevoir une bonne dose de frissons. Quand on entend les hurlements,
C'est vrai que moi, quand je suis devant, on m'a déjà demandé mais qu'est-ce que c'est ? Alors, pour laisser les gens rentrer quand même, parce qu'il y en a qui sont déjà venus et qui ont fait demi-tour, donc je leur dis mais non, ce n'est que des bandes sonores que j'ai enregistrées, mais en fin de compte, on entend hurler, mais c'est incroyable. Il y en a même qui font demi-tour, parce qu'ils n'osent pas faire tout le parcours. Donc, et bon, il arrive des fois des petites catastrophes, quoi. Parce que bon, c'est tellement... C'est pas le décor qui fait peur, hein. Enfin, ça fait un petit peu peur, oui, mais c'est plutôt le fait d'être surpris par les gens qui sont à l'intérieur, qui nous attrapent, ou des mannequins, on a l'impression que c'est un mannequin, puis d'un seul coup, mince, le mannequin bouge, donc là, c'est vrai que c'est assez surprenant. En effet, le parcours est semé d'embûches. Momo, le créateur du décor, n'est jamais à court d'idées en ce qui concerne la décoration. Chaises volantes, squelettes, personnages animés. Une chose est sûre, il faut avoir le cœur bien accroché. Pour créer le décor, ça me prend à peu près deux bons mois. Sachant qu'en courant d'année, à temps perdu, je fabrique des squelettes, je fabrique pas mal de choses, et des accessoires. Et puis pour installer le décor, il me faut 2 mois pour installer le décor. Tout ça, c'est un plaisir. C'est parce que j'adore voir. Déjà, habituellement, même aux écoles, quand j'étais à l'école, j'aimais bien faire rire les gens. Je fais beaucoup d'imitations. Enfin, je faisais beaucoup d'imitations. Je chantais beaucoup. Et puis, mon plaisir, c'est faire rire les gens. On est dans un monde où c'est que les gens vivent tristement. Et du coup, j'adore faire rire les gens, les enfants. Et puis l'idée m'est venue, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé un message, j'ai marqué, on dit toujours c'est la journée de l'homme, on dit toujours c'est la journée de la femme. Pourquoi je relève le défi, on va faire la journée de l'enfant. Donc venez le 31 octobre au 15 rue de la Gare à Curel. Et là j'avais fabriqué un décor un peu plus semblable à celui-ci, juste à l'entrée de mon sous-sol. Et j'avais reçu à peu près les 180-200 personnes. Et au fil des années, Momo et Isa ont réussi à fédérer de plus en plus de monde autour d'eux pour participer à cette chouette aventure. Ça fait des années que je viens en visiteur. Et cette année, Momo, il a besoin d'un coup de main parce qu'il lui manquait du personnel. Donc du coup, on s'est proposé, quoi. Chaque année, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. 250 la première année. Ils sont plus de 2500 à frapper la porte de la maison hantée de Curel. On est là pour les booster et puis c'est quelque chose de génial et ça fait vivre un peu le village, ça fait venir du monde, ça fait découvrir des petits villages qui sont malheureusement en train de mourir et puis c'est bien, c'est ce qu'il faut. Le rendez-vous est donc donné le jour d'Halloween, le 31 octobre prochain, à partir de 17h30 au 15 rue de la Gare à Curel. Et n'oubliez pas, les déguisements sont de mise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.